Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à ce webinaire qui aujourd'hui va traiter de remplir ma demande de CAQ et de permis d'études. Je m'appelle Paul Dion, je suis conseillère pédagogique à l'internationalisation au Cégep de Sherbrooke et on poursuit en fait avec vous les démarches d'immigration. Je suis accompagnée aujourd'hui de Laurence Langlois qui est consultante réglementée en immigration canadienne. C'est surtout elle aujourd'hui qui va animer ce webinaire. Je passe. Excellent. Merci beaucoup, Paul. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, comme Paul l'a bien mentionné, nous allons débuter en fait avec les démarches pour le certificat d'acceptation du Québec et ensuite pour le permis d'études, donc qui vous permettront de venir étudier au Canada. Alors, dans un premier temps, on va parler du certificat d'acceptation du Québec. Donc, ce que vous devez savoir, en fait, c'est que le certificat d'acceptation du Québec se fait via deux portails différents. Donc, le portail qu'on appelle, nous, de notre côté, le portail vert et ensuite le portail bleu. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, la demande se fait en deux temps. Alors, tout d'abord, c'est de remplir le formulaire en ligne. Donc, vous devez en fait vous créer un compte directement à l'aide justement des informations que vous voyez. Alors, le compte qui va être créé, ça va être vraiment la plateforme qui va vous permettre de remplir votre demande et également, vous allez pouvoir y retourner pour faire les suivis de votre demande. Donc, les différentes informations, qui vont vous être demandées dans le cadre de la demande de certificat d'acceptation du Québec, vous allez voir, il y en a plusieurs et on va passer à travers chacune d'entre elles. Donc, tout d'abord, il va y avoir des informations relatives à votre identité. Donc, notamment votre nom, votre prénom, ainsi que d'autres noms également qui pourraient éventuellement être à déclarer si vous détenez plusieurs noms. Alors, vous allez également avoir des informations relatives à l'état matrimonial, donc et également sur votre sexe, donc féminin, masculin. Et également, vous allez avoir une question notamment à savoir, êtes-vous une personne visée par une exemption prévue aux règles de gestion des demandes, comme indiqué dans le tableau des exemptions à la gestion des demandes? Donc, il faut faire attention, c'est une question en fait qui peut parfois porter à confusion. Donc, afin de bien y répondre, assurez-vous en fait de consulter le tableau des exemptions pour vous assurer que cela vous concerne. Parce que si vous remplissez mal cette section, éventuellement, ça pourrait faire un retour d'irrécevabilité. Donc, il faut être très vigilant et vous assurer en fait de savoir si vous en êtes exempté ou non. Par la suite, il va y avoir des informations notamment sur votre date de naissance, votre lieu de naissance, également le pays de citoyenneté, ainsi que la langue principale dans laquelle vous parlez. Donc, bien entendu, vous allez sélectionner chacun des énoncés selon votre situation à vous réelle. Donc, il y a également les informations sur l'adresse de correspondance. Encore une fois, ici, c'est bien important de faire attention parce que par moment, dépendamment le pays dans lequel nous habitons, les adresses ne sont pas forcément toujours écrites comme nous ici au Québec, au Canada, on les écrit. Donc, pour être certain et certaine, si jamais vous, de votre côté, vous êtes à un endroit où est-ce que, par exemple, il y a seulement le nom de la rue et qu'il est difficile pour vous de trouver le numéro exact, donc le numéro civique de l'endroit où vous habitez, référez-vous à la mairie de votre région, donc de votre municipalité, pour connaître l'adresse exacte dans laquelle vous habitez, parce que ce sera bien important lorsque vous remplissez votre demande de CAQ. Alors, ils vont vous demander le numéro, la rue, la ville, la province, le pays, ainsi que le code postal. Par la suite, vous allez devoir sélectionner également le pays de résidence actuel dans lequel vous habitez.
Donc, vous pouvez le sélectionner. Alors, si vous êtes, par exemple, dans un pays autre que votre pays de citoyenneté, il s'agirait du pays dans lequel vous déclarez faire votre demande. Donc, par la suite, il va y avoir des coordonnées également à déclarer. Donc, nous étions dans la section identité. Maintenant, on est dans la section coordonnées avec l'adresse qu'on a mentionnée précédemment. Donc, ça va être d'inscrire le numéro de téléphone, l'adresse courriel, la confirmation de l'adresse courriel, bien important. En fait, assurez-vous d'utiliser une adresse courriel qui est valide et à travers laquelle vous allez pouvoir en fait recevoir vos différentes correspondances. Donc, toutes les correspondances se font de façon électronique et c'est via cette adresse courriel que vous allez recevoir les différentes notifications du gouvernement. Puis également, inscrire la langue de correspondance, donc à savoir si vous préférez le français ou l'anglais. Donc, au niveau des accompagnateurs, effectivement, vous devez inscrire le nombre d'accompagnateurs que vous allez avoir pendant votre séjour au Québec. Bien entendu, s'il n'y a pas personne, vous inscrivez 0, donc vous allez être seul. Et puis par la suite, si jamais vous avez des accompagnateurs, moi, dans la capture d'écran, j'ai mis 1 pour vous montrer en fait ce qui apparaît à l'écran. Donc, en fait, il va falloir déclarer son nom, son prénom, sa date de naissance, le lien de parenté avec vous et les raisons de sa présence au Québec. Donc, s'il s'agit d'un projet seul, alors à ce moment-là, vous n'êtes pas accompagné de personne. Par contre, si vous êtes accompagné d'un époux, épouse, conjoint, conjointe, il faudrait le déclarer, ou voire même éventuellement des enfants à charge, il faudrait les déclarer également. Par la suite, ça va être vraiment les informations en lien avec votre programme d'études. Donc, vraiment le programme que vous allez venir faire là, directement au cégep. Donc, la première étape, ça va être de dire le niveau d'études dans lequel vous avez l'intention d'étudier. Et également, il y a une question à savoir si vous participez à un programme d'échange. Plus souvent qu'autrement, la réponse est non, mais bien entendu, si vous participez à un programme d'échange, vous allez le savoir. Donc, c'est vraiment un échange scolaire dans le cadre d'études que vous pourriez être en train de faire au pays d'origine. Mais la plupart du temps, c'est non. Par la suite, il faut inscrire la date de début du programme ainsi que la date de fin du programme et les droits de scolarité annuels, information qui va se retrouver normalement sur la décision d'admission ou tout autre document que l'école pourrait vous délivrer, donc des documents officiels qui indiquent le montant exact des droits de scolarité pour une année. Par la suite, il faut sélectionner également le nom de l'établissement. Donc, bien important de faire attention ici, autant au niveau d'études que le nom de l'établissement, parce que si vous vous trompez, que ce soit pour le niveau des études ou le nom d'établissement, ça pourrait éventuellement faire en sorte que le gouvernement vous délivre un CAQ pour un niveau qui est différent ou dans un établissement qui est différent, alors que ça pourrait porter préjudice à vos démarches et vous devriez en fait devoir recommencer. Donc, parfois, lorsque nous sommes à l'extérieur du Canada, on lit les documents qui sont devant nous parce qu'on voit dans plusieurs établissements le mot Sherbrooke ou par exemple le niveau collégial, universitaire, on ne prend pas vraiment le temps de bien vérifier. Alors, assurez-vous que le niveau universitaire, que le niveau du cégep, pardon, correspond bien à votre décision d'admission et que l'établissement également correspond bien. Parce que si vous choisissez un autre établissement ou un autre niveau d'études, vraiment, ça peut avoir un impact. Alors, assurez-vous que ce soit le niveau collégial et le cégep de Sherbrooke. Également, le gouvernement va vouloir savoir si vous avez déjà obtenu un certificat d'acceptation du Québec pour études par le passé. Tout simplement d'inscrire oui ou non. Alors, lorsque nous en sommes à une toute première demande, plus souvent qu'autrement, la réponse va être non. Par contre, si vous aviez fait une demande par le passé et que pour X raison, vous ne l'avez jamais utilisée parce que peut-être vous aviez fait finalement, refait un plan d'études et finalement vous avez reporté ou finalement vous ne l'avez juste jamais utilisé, alors oui, vous en avez déjà obtenu un, alors il faut le déclarer. Donc vraiment, si vous avez obtenu par le passé une acceptation de CAQ, on le déclare comme étant oui. Si vraiment c'est la toute première fois que vous en faites la demande, alors à ce moment-là, vous n'avez jamais obtenu par le passé de CAQ, donc la réponse serait non.
Également, préciser à quel service du gouvernement canadien vous présenterez votre demande de permis d'études. Alors, vous, de votre côté, et étant donné que vous êtes présentement à l'extérieur du Canada, eh bien, plus souvent qu'autrement, ça va être directement au bureau des visas à l'étranger. Donc, c'est vraiment à partir de cet endroit que la demande va être faite. Donc, plus souvent qu'autrement, ce sera la case à sélectionner, pardon, mais bien entendu, assurez-vous qu'il s'agisse bel et bien de votre situation. Excellent. Donc maintenant, nous allons parler de la situation financière, un élément qui est extrêmement important. Donc, vous allez voir ici à l'écran également, vous avez deux captures d'écran. Donc, la première, indiquer qui subviendra principalement à vos frais de séjour et de scolarité au Québec. Donc, vous avez en fait vous-même ou d'autres membres de la famille. Encore une fois, pour vous montrer exactement ce qu'on voit quand on déclare quelqu'un d'autre, j'ai mis dans ce cas-ci ma mère. Par contre, ça peut être votre mère, votre père, votre tante, votre ami, votre frère, votre sœur. Donc, c'est vraiment à titre d'exemple que je l'ai indiqué afin que les autres questions puissent apparaître et que je puisse vous dire exactement qu'est-ce que vous devez déclarer. Donc, par exemple, si c'est votre mère, on va prendre l'exemple, il faudra inscrire son nom, son prénom, son adresse, sa ville, sa province, son pays, son code postal et son numéro de téléphone. Donc, c'est la même chose éventuellement si votre parent ou le garant financier, peu importe qui il est, s'il est dans un pays où c'est plus difficile de cibler exactement l'adresse de résidence, alors allez directement voir là, la mairie pour connaître l'adresse exacte là, où est-ce que la personne habite. Excellent. Donc, par la suite, il y a certaines autorisations qui vont vous être demandées. Donc, indiquez si vous autorisez le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration à transmettre à l'établissement d'enseignement où vous poursuivez vos études vos noms, prénoms, date de naissance, sexe, le numéro de certificat d'acceptation du Québec, sa période de validité et le programme ou le niveau d'études autorisé. Alors, c'est à vous de choisir, c'est vraiment oui ou non, plus souvent qu'autrement, pour assurer une meilleure collaboration entre le ministère et l'école, on va répondre oui, mais vous seriez en droit de répondre non. Donc, toujours dans les autorisations, indiquez si vous autorisez le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration à transmettre à une tierce personne, soit mère, père ou toute autre personne de votre choix, tout renseignement ou document relatif au traitement de votre demande de sélection pour études. Alors, je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous mettez non, et que là, vous êtes pris dans un voyage, vous êtes occupé et que vous n'avez pas le temps de faire le suivi de votre demande et qu'un appel devrait être fait auprès du ministère pour faire un suivi de votre demande, alors malheureusement, personne ne pourra prendre votre place pour parler au gouvernement. Tandis que si vous prenez de l'avance et que vous déclarez déjà quelqu'un de votre entourage comme étant autorisé à recevoir des informations dans le cas où ils doivent appeler au MIFI en votre nom, alors, à ce moment-là, vous pourriez mettre les renseignements de la personne et ça permettrait éventuellement cette personne de faire les suivis directement pour vous en appelant le MIFI ou en envoyant des messages directement au ministère. Mais si vous inscrivez non, malheureusement, personne n'en aura le droit. Donc, toujours dans les autorisations, donc dans le cas de la présente demande, une personne a-t-elle eu pour vous un rôle d'assistance au conseil ou de représentation? Donc, si éventuellement vous avez fait affaire avec un consultant ou une consultante autorisée en immigration ou tout autre représentant autorisé, vous devez le déclarer. Donc, c'est dans cette section que vous allez pouvoir le déclarer. Alors, pour le profil de consultation, alors vous allez vraiment indiquer les informations ici, code utilisateur, mot de passe. Gardez-les très précieusement parce que vous en aurez besoin lorsque vous souhaiterez là, revenir sur le portail. Et également, les questions de sécurité, bien importantes. Donc, assurez-vous de les conserver quelque part de façon très précieuse parce que vous en aurez assurément besoin lorsque vous souhaiterez faire des suivis de votre demande.
Et voilà, donc dès que vous allez cliquer sur le bouton Soumettre, alors vous allez disposer d'un délai là, pour faire le paiement de votre demande. Donc le paiement va se faire sur l'autre portail qu'on va voir par la suite. Alors une fois que toutes les informations ont été renseignées, tout est bien conforme, vous pouvez soumettre votre demande. Donc, bien important, lorsque vous allez soumettre votre demande, vous allez recevoir un numéro de demande. Encore là, conservez-le bien précieusement. Vous en aurez besoin pour les prochaines étapes. Également, je vous conseille fortement de faire une capture d'écran à la toute fin quand vous allez faire votre demande. Donc, si c'est une demande fictive qui a été faite, donc je l'ai faite à mon nom, alors ce sera vos informations à vous qui vont apparaître avec les informations sur le numéro de la demande ainsi que la date et l'heure à laquelle la demande a été faite. Donc, assurez-vous de faire une capture d'écran de cette page-là parce qu'elle contient beaucoup d'informations qui pourraient vous être utiles quand vous allez tenter de lier vos différents comptes et votre demande. Voilà. Alors, une fois que le portail pour le formulaire a été soumis, maintenant on passe à l'autre portail, qui est le portail bleu, donc la plateforme Arima. Alors, la première étape, c'est vraiment d'accéder au service en ligne. Vous devrez, si ce n'est pas déjà fait, soit vous créer un compte ou vous connecter. Par exemple, si vous me dites, écoute Laurence, de mon côté, je le sais que j'ai un compte Arima. C'est déjà arrivé par le passé que j'ai fait une demande ou que j'ai entamé une demande, mais malheureusement, je n'ai plus mes accès et je ne me souviens plus l'adresse courriel pour laquelle c'était associé, par exemple. C'est pas grave. Sachez que vous pouvez vous créer le nombre de comptes que vous voulez. Alors, si par exemple, vous aviez un compte dans le passé, et que pour X raison, vous ne pouvez plus le réutiliser, c'est vraiment pas grave. Vous n'aurez simplement qu'à vous créer un nouveau compte. Assurez-vous encore une fois qu'il soit connecté à l'adresse courriel qui est valide, étant donné que c'est via cette adresse courriel que vous recevrez des notifications et correspondances du gouvernement. Alors, soit que vous créez un compte ou bien vous vous connectez tout simplement à cette étape. Donc, une fois effectivement que vous faites la connexion, donc vous devez vérifier avec un code de validation quand vous créez un compte et par la suite, vous devez valider le code. Sinon, si c'était juste les informations sur un compte existant, cette étape-là n'apparaîtra pas. Maintenant, une fois qu'on est sur la plateforme Arima, nous devons aller effectuer le paiement. Alors, c'est directement via Mes paiements, de la section Mes paiements, que vous allez pouvoir effectuer le paiement. Donc, vous allez pouvoir sélectionner le type de demande qui est un certificat d'acceptation de Québec pour études, donc certificat de sélection temporaire, et inscrire le numéro de la demande. On se rappelle, le numéro de la demande, vous l'aviez sur l'autre portail. Donc, sur une des pages, vous aviez exactement le numéro de la demande, mais sur la page où je vous avais indiqué de faire une capture d'écran, vous allez également l'avoir à cet endroit. Et également pour lier votre demande au compte de dépôt des documents. Alors, pour pouvoir lier la demande, vous devez aller dans vos dossiers et par la suite, vous devez créer un nouveau dossier en indiquant que vous souhaitez créer dans le type de dossier Programme des étudiants étrangers, dépôt de demande. Donc, à ce moment-là, ils vont vous demander quelques informations dont ces informations-là vont avoir été répondues dans le formulaire précédent. Donc, c'est à l'aide au numéro de dossier, le prénom, le nom, votre sexe et votre date de naissance que vous allez pouvoir lier vos demandes. Alors, malheureusement, étant donné que de mon côté, il s'agissait d'une demande fictive, je n'ai pas pu aller plus loin. Ceci étant dit, une fois que vos demandes sont liées, vous avez la possibilité, en fait, d'entrer dans la demande, d'y déposer vos documents et de soumettre votre demande. Donc, vous allez voir, c'est assez intuitif sur le site du gouvernement. Donc, c'est assez facile, une fois que les demandes sont créées et que les comptes sont liés, d'aller procéder au dépôt directement de votre demande. Alors, une fois que votre formulaire est soumis, une fois que le dépôt de votre demande, de vos documents sont faits et que vous recevez l'acceptation pour le certificat d'acceptation du Québec, c'est là que vous faites la demande de permis d'études.
Donc, la demande de permis d'études se fait directement sur le site du gouvernement canadien via la clé GC. Alors, comme vous voyez ici à l'écran, lorsque vous arrivez sur la clé GC, vous avez en fait deux options. Parfois, vous utilisez un nom d'utilisateur et un mot de passe et honnêtement, je vous recommande fortement de créer un nom d'utilisateur et un mot de passe et de ne pas utiliser un partenaire de connexion canadien si advenant le cas, vous en avez un. Donc, c'est possible de se connecter avec un partenaire de connexion canadien, donc par exemple un compte bancaire. Alors, si par exemple, vous choisissez cette option, ça peut devenir un petit peu plus compliqué après si vous voulez rentrer sur votre portail ou si vous voulez que quelqu'un d'autre rentre sur votre portail, alors vaut mieux utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe. En étant à l'extérieur du Canada, les probabilités que vous utilisiez un partenaire de connexion canadien sont quand même assez faibles, mais si jamais vous en avez l'option, idéalement, ne la prenez pas. Concentrez-vous vraiment sur le nom d'utilisateur et le mot de passe, c'est beaucoup plus sécuritaire. Et c'est la même chose que pour le certificat d'acceptation du Québec. C'est-à-dire que si vous me dites, ben écoute Laurence, j'avais un compte par le passé, je me souviens plus de mes accès, je me souviens même plus de l'adresse courriel qui avait été utilisée, pas de panique. Vous pouvez encore une fois vous recréer tout simplement un compte ou bien vous connecter sur un compte qui existe déjà. Alors, par exemple, de mon côté, je possédais déjà un compte, donc on inscrit le nom d'utilisateur et le mot de passe. Alors, voyez-vous ici, vous arrivez sur la plateforme. Donc, la plateforme IRCC est complètement différente que la plateforme du gouvernement québécois. Alors, dans ce cas-ci, c'est vraiment une seule plateforme que vous allez utiliser pendant toute la procédure du permis d'études et c'est celle-ci. Alors, la première étape, vous allez devoir sélectionner l'option « Présenter une demande pour venir au Canada ». Par la suite, vous allez sélectionner en fait de déterminer l'admissibilité pour présenter une demande en ligne, visa visiteur, permis d'études ou travail. Et j'aimerais porter à votre attention un élément qui est très important également. Si vous avez déjà une demande qui est en cours et non soumise, vous n'aurez pas la possibilité de remplir le formulaire de nouveau pour créer une nouvelle demande. Donc, si par exemple, vous aviez fait des tests par le passé, que vous avez une demande qui est encore dans votre compte, mais qui est dans un statut non soumise, assurez-vous de la supprimer si vous voulez débuter officiellement une nouvelle demande. Donc, certaines personnes demeurent bloquées parce qu'ils ont présentement une demande qui figure comme étant en cours, donc ils n'ont pas la possibilité de créer en fait, de remplir le questionnaire en répondant aux questions et de créer en fait un lien pour une nouvelle demande parce qu'ils ont déjà une demande en cours qui est non terminée. Alors, soit que vous continuez la demande qui est en cours ou vous la supprimez et vous recommencez à neuf. Donc, une fois que vous avez cliqué sur les boutons que je vous ai mentionnés, vous devez commencer à remplir les informations que vous voyez ici à l'écran. Donc, je n'ai pas fait de sélection étant donné que les réponses vont vraiment dépendre de votre situation. Alors, que souhaitez-vous faire au Canada? Vous allez pouvoir sélectionner exactement ce que vous souhaitez faire. Pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada? Donc, vous allez avoir également une sélection. Alors, vous pourrez vous fier à la durée complète de vos études. Sélectionnez le code qui correspond à celui de votre passeport. Donc, le code va vraiment dépendre en fait du passeport que vous détenez. Quel est votre pays ou territoire de résidence actuel? Si vous êtes présentement au Canada, vous devriez sélectionner Canada. Alors, vous allez devoir déclarer le pays dans lequel vous faites votre demande. Et avez-vous un membre de la famille qui est citoyen canadien, résident permanent et qui a plus de 18 ans? Donc, vous répondez si c'est le cas ou pas. Et votre date de naissance, vous allez également l'indiquer ici. Par la suite, avez-vous une lettre d'attestation provinciale ou territoriale ou êtes-vous visé par une exemption à l'obligation de fournir une lettre d'attestation provinciale ou territoriale? Donc, ce que vous devez savoir en fait, c'est que le certificat d'acceptation du Québec fait office d'une lettre d'autorisation d'attestation provinciale ou territoriale. Alors, vous pourrez le joindre là, au moment de soumettre votre demande à ce moment-là.
De quelle province ou territoire provient votre lettre d'attestation? Donc, vous allez pouvoir également sélectionner ce qui s'applique à vous. Êtes-vous un résident de Saint-Pierre-et-Miquelon qui veut entrer au Canada ou qui est entré en provenance directement de Saint-Pierre-et-Miquelon? Plus souvent qu'autrement, la réponse sera non, mais il se pourrait que ce soit oui, alors soyez vigilants et indiquez vraiment la réponse qui s'applique à vous. Ah, la diapositive était là 2 fois. Désolée. Êtes-vous un résident permanent légitime des États-Unis, possédant un numéro de carte valide de service de citoyen d'immigration des États-Unis? Encore une fois, plus souvent qu'autrement, c'est non, mais au cas où, assurez-vous de savoir si ça correspond à vous ou pas. Avez-vous été accepté à un établissement d'enseignement? Eh bien, si on est rendu à cette étape-là, normalement, la réponse va être officiellement oui, parce que si c'est non, malheureusement, vous ne pourrez juste pas continuer la procédure. Alors, la première étape, c'est vraiment d'être accepté par un établissement d'enseignement. Donc, si vous en êtes là, c'est parce que c'est oui. Prévoyez-vous fréquenter un établissement d'enseignement désigné post-secondaire? Donc, cette question est très importante. Donc, la réponse sera oui, considérant vous que c'est le cégep. Par contre, il faut faire attention parce que dépendamment le niveau d'études, ça pourrait être oui ou ça pourrait être non. Mais vous, c'est oui. Quel est votre état civil? Donc, il va falloir déclarer de nouveau l'état civil. Quelle est votre province ou territoire de destination? Si vous visitez plusieurs provinces ou territoires, sélectionnez celle dans laquelle vous passerez la plus grande partie de votre temps. Donc, comme le cégep est au Québec, donc ce sera le Québec. Alors, selon les renseignements que vous avez fournis, les résultats indiquent que vous pourrez être admissible à un statut d'étudiant, donc permis d'études avec permis de travail hors campus pour le Québec. Alors, vous pouvez continuer. Donc, si vous n'arrivez pas à ce résultat, c'est parce qu'il y a peut-être des questions qui ont mal été répondues. Alors, il faut retourner en arrière et revoir les réponses aux questions. Donc, à partir de ce moment, vous allez vraiment créer la liste de contrôle personnalisée des documents qui va vous être demandée pour votre demande de permis d'études. Alors, on peut... Merci. Donc, participez-vous à un programme d'échange étudiant? Alors, non, à moins que ce soit le cas, mais si c'est le cas, vous allez le savoir. Le travail est-il une composante essentielle de vos études? Vous devez répondre seulement oui si vous avez un stage obligatoire à faire pendant votre processus académique. Si vous n'avez pas de stage obligatoire à faire, la réponse devrait être non. Êtes-vous l'époux, le conjoint, conjointe, enfant d'un travailleur qualifié ou d'un étudiant étranger à temps plein qui a ou qui aura un statut au Canada? Plus souvent qu'autrement, la réponse va être non, mais encore une fois, il pourrait y avoir des exceptions. Donc, le cas échéant, assurez-vous que ça vous concerne. Et la dernière question étant, êtes-vous soit titulaire d'une bourse, soit titulaire d'une bourse complète couvrant la totalité des dépenses, donc notamment de l'Agence canadienne de développement international, ACDI, dont les bourses de la francophonie, ou un participant à un programme canadien d'assistance aux pays en voie de développement. Encore une fois, plus souvent qu'autrement, la réponse c'est non, mais il se pourrait que ça s'applique à vous, donc il faut en être certain. Accompagnez-vous un membre de votre famille qui a un statut au Canada ou dont le séjour au Canada a été approuvé récemment? Donc, ça pourrait être oui, ça pourrait être non, ça dépend vraiment de votre situation à vous. Donc, si vous êtes seul avec des accompagnateurs, donc assurez-vous de répondre selon votre situation. Avez-vous déjà commis une infraction criminelle, a été arrêté, accusé ou reconnu coupable à la suite d'une infraction criminelle dans un pays? Donc, assurez-vous en fait de bien déclarer les bonnes choses si jamais ça pouvait être le cas, parce que sinon, si vous omettez ou que vous déclarez des choses qui sont fausses ou parfois même sans le savoir, vous faites une fausse déclaration, ça peut éventuellement coûter une interdiction de territoire. Alors, assurez-vous de faire des déclarations qui sont justes, véridiques. Vaut mieux en fait déclarer plus que pas assez,
quitte à ce que le gouvernement dise « Ah, ben écoutez, ça, il n'y a pas de problème, on ne le regarde pas, ça vous concerne pas », parce que ne pas déclarer quelque chose en se disant « Ah, mais je ne savais pas que je devais déclarer », pourrait vraiment porter un grand préjudice à votre projet d'études et voire même vous coûter une interdiction, de territoire. Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné autorisé par IRCC, donc un docteur qui est autorisé et désigné par le gouvernement canadien au cours des 12 derniers mois? Donc, indiquez oui ou non, tout simplement. Avez-vous visité un des pays désignés ou y avez-vous vécu pendant 6 mois consécutifs au cours de la dernière année? Alors, vous devrez indiquer si oui ou non. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de la famille? Donc, en fait, la raison pour laquelle vous avez cette question-là. Par exemple, vous êtes le requérant principal de votre demande et vous allez faire une demande de permis d'études, mais vous avez en fait votre mari qui va vous accompagner en tant que visiteur ou par exemple des enfants à charge avec un permis d'études aussi ou en tant que visiteur. Alors, vous allez pouvoir les inclure directement dans votre demande. Donc, pour les besoins de la cause, ici aujourd'hui, on n'aura pas d'accompagnateur dans la demande, mais à la toute fin, quand on va voir la liste de contrôle, je vais vous montrer comment ça pourrait se traduire si jamais vous aviez en fait des accompagnateurs. Donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un, donc soit un représentant autorisé qui va faire une demande en votre nom, ou sinon, si vous souhaitez autoriser IRCC à communiquer les renseignements qui figurent sur votre demande à une autre personne. Donc, ou oui, je souhaite à la fois désigner un représentant et autoriser IRCC à communiquer les renseignements qui figurent sur ma demande à une autre personne ou non. Alors, tout dépend de votre situation. Si vous voulez que quelqu'un d'autre que vous ait accès à votre demande, que ce soit un représentant autorisé ou un ami ou de la famille dans le cas où des suivis doivent être faits et que vous n'avez pas la possibilité de le faire et que vous acceptez qu'il parle en votre nom, ou tout simplement vous êtes le propre demandeur de votre demande sans aucune représentation quelconque, la réponse serait non. Au cours des 10 dernières années, avez-vous fourni vos empreintes digitales ou votre photographie, donc les données biométriques? Alors, les données biométriques, c'est le pouce et photographie la photo. Lors d'une demande pour venir au Canada, il pose la question en fait parce que normalement, c'est valide pendant 10 ans, votre biométrie. Alors, ça vous permettrait en fait d'éviter de devoir de les refaire si jamais vous les avez fait par le passé dans les 10 dernières années. Des frais sont associés à votre demande, les paierez-vous ou vous êtes dispensé de les payer? Alors, plus souvent qu'autrement, vous allez devoir les payer. Malheureusement, il n'y a pas de dispense qui s'applique à vous dans une situation comme celle-ci. Alors, vous devrez défrayer les coûts pour le traitement de votre dossier. Pouvez-vous faire une copie numérique de vos documents avec un numériseur ou une caméra, simplement parce qu'il s'agit des outils que vous pouvez utiliser pour numériser ou prendre en photo vos documents que vous devrez téléverser directement sur le portail. Acquittez-vous les frais de traitement de votre demande en ligne pour payer en ligne? Vous aurez besoin d'une carte de crédit Visa, Mastercard, American Express, JCB, China Union Pay. Donc, une carte de Visa débit ou de Mastercard débit. Donc, en fait, il s'agit des modalités de paiement acceptées par le gouvernement. Alors, il faut payer le moment de soumettre la demande. Alors, vous devrez utiliser un de ces moyens de paiement. Donc, une fois que vous avez répondu aux questions, donc voyez-vous ici, il a fallu que je mette des éléments fictifs là, pour arriver finalement à la liste de contrôle à la toute fin. Donc, vous allez pouvoir réviser toutes les réponses que vous avez mises. Et une fois que vous avez révisé, en fait, vous arrivez à cette page, donc pour présenter votre demande. Alors, vous avez 3 étapes et vous devez continuer. Et voilà, vous arrivez en fait à la page où il y aura la liste de contrôle qui va être générée en fonction des réponses que vous aurez mis dans votre questionnaire. Alors là, vous voyez, là, je l'ai mis en 2 pages là, pour que vous puissiez bien voir, mais normalement, c'est vraiment une seule page, donc la liste de contrôle avec tous les documents justificatifs. Donc, c'est une page là, web qui peut se défiler, mais pour les besoins de la cause, on en a fait des captures d'écran ici pour que vous ayez l'image complète directement sur la diapositive. Donc, en premier, en haut, vous allez avoir en fait le formulaire de demande.
Alors, le formulaire de demande, vous devrez le télécharger. Donc, vous allez pouvoir cliquer dessus, le télécharger sur votre ordinateur, le remplir, le valider et le téléverser de nouveau. C'est bien important de le laisser dans son format original, donc le format brut. Alors, vous allez le remplir tout simplement et vous assurer de cliquer sur le bouton Valider. Les boutons Valider, il y en a deux. Un sur la première page en haut et un sur la dernière page. Si le formulaire est mal rempli, malheureusement, le système du document ne vous laissera pas valider le document. Donc, il va apparaître des petites cases rouges et dans le formulaire en haut à droite, ça va être inscrit non, comme quoi c'est pas validé. Alors, pour que ce soit vraiment validé, vous devez vous assurer en fait que ce soit marqué oui tout en haut à droite du formulaire et qu'il y a un code barre qui se génère. Et là, vous devez enregistrer le document tel quel. Il ne faut pas l'imprimer en format PDF ni changer son format de aucune façon. Vous devez vraiment le laisser au format qu'il est brut, seulement l'enregistrer avec les informations rentrées en inscrivant valider et vous allez le téléverser directement en ligne sur le portail. Par la suite, vous allez avoir en fait les différents boîtiers pour téléverser vos documents, d'accord? Donc, lorsque vous allez téléverser vos documents, vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de boîtiers selon les documents que vous voulez soumettre. Alors, assurez-vous en fait de merger dans un seul PDF plusieurs documents. Je fais référence notamment à la capacité financière. Voyez-vous, la capacité financière, on la voit ici, donc vers la deuxième page, là, en haut à droite, donc preuve de ressources financières suffisantes. C'est déjà arrivé où j'ai vu des gens qui ont eu des refus parce qu'ils ont mis, par exemple, un seul document dans ce boîtier. Par exemple, une attestation de banque qui disait qu'il y avait 50 000 dans le compte en banque. Alors que non, malheureusement, quand on parle de documents financiers, il y a énormément de preuves à fournir. Alors, assurez-vous de merger, donc de fusionner vos documents dans un seul PDF que vous allez téléverser directement sur le portail. Si jamais il n'y a pas assez de place, parce que malheureusement, il y a un volume maximum là, quand on veut téléverser des fichiers. Donc, si jamais vous dépassez le volume, vous pourriez même aller le mettre dans un autre petit boîtier avec une lettre explicative. Ça ne serait pas très grave. Donc, assurez-vous de mettre vos documents, même s'ils ne sont pas nécessairement au bon endroit parce que vous manquez de place. Simplement écrire une lettre explicative, mentionner que le reste des documents se trouvent, par exemple, dans un autre boîtier annexé à d'autres documents pour vous assurer de mettre l'ensemble des documents et de ne pas en mettre seulement un en disant malheureusement, il n'y avait pas assez de boîtiers. Le gouvernement ne va pas le prendre comme une justification suffisante ou raisonnable. Alors, n'hésitez pas à fusionner des documents ensemble. Si je Alors, vous peux vous allez voir, donner, oui, si je peux vous donner un conseil bien aussi, en fait, sûr. vu que je suis conseillère notamment auprès des étudiants dans le programme technique de l'informatique, ils m'ont montré un Hmm, super logiciel, là, I Love PDF. On l'utilise pour tout, en fait, pour oui, compresser des documents trop volumineux, fusionner des PDF ensemble. Donc, si vous avez deux PDF, mais que vous voulez que ce soit un seul et même document, donc I Love PDF, logiciel oui. gratuit, très, très, très simple à utiliser. Oui, tout à fait. Puis, ben, si tu me permets, Paul, je pourrais également parler d'une application qui permet de numériser des documents. Parfois, maintenant, le téléphone cellulaire permet là, de faire la numérisation des documents, mais sinon, il y a beaucoup d'étudiants qui utilisent Cam Scanner, qui est une application aussi qui permet de faire la numérisation des documents. Donc, on peut les envoyer directement en PDF dans son courriel, les mettre sur notre ordinateur et les téléverser directement. Donc, Cam Scanner, c'est aussi une application gratuite. Alors, ça serait vraiment là un bon outil à utiliser. Et effectivement, I Love PDF, c'est un outil qui est très souvent utilisé aussi pour justement tout ce qui est défusionné, fusionné ou voire même compressé là, pour le volume. Excuse-moi, Paul, je me souviens plus si tu l'avais nommé tout à l'heure. Donc, parfois, quand on a aussi des fichiers qui sont trop volumineux, on va vouloir les compresser. Par contre, on fait attention à la compression parce que parfois, ça va diminuer la qualité du document. Donc, si le document devient illisible, alors là, ça peut avoir un enjeu là, sur l'agent qui va
traiter la demande. Donc, assurez-vous quand même, si jamais vous le compressez, que ce soit toujours avec une visibilité là, qui est raisonnable là, pour que l'agent soit bien capable de prendre connaissance des documents. Mais oui, effectivement, c'est un élément à considérer. Donc, une fois que vous allez voir les documents ici, ah oui, en fait également, ce que je voulais vous mentionner plus tôt, vous voyez ici formulaire de demande et documents justificatifs. Donc, si par exemple, vous aviez plus qu'une personne dans la demande, alors vous auriez votre prénom qui apparaît et votre nom de famille avec le formulaire que vous devez utiliser, vos pièces justificatives à vous. Et en dessous, vous auriez une autre section avec le nom de la personne qui vous accompagne. Vous auriez son formulaire de demande que vous devez utiliser, que vous pourriez télécharger, remplir, valider et retéléverser. Et également tous les boîtiers qui vous permettraient de mettre les pièces justificatives spécifiquement pour cette personne. Donc ça, pour le nombre de personnes incluses dans votre demande. Donc, effectivement, dans un cas comme celui-ci, pour les besoins de la cause, on le fait vraiment sous format individuel. Mais si vous devez ajouter des membres de la famille, c'est tout à fait faisable et vous n'aurez qu'à téléverser leurs documents et leurs formulaires respectifs à l'endroit prévu à cet effet. Donc, les informations seraient là, indiquées également sur cette même page. Et puis, une fois en fait que vous avez terminé, alors vous devez finalement aller vers le paiement. Donc, étant donné par exemple qu'ici, dans la demande, j'ai dit que la demande allait être payée, j'ai mentionné que la biométrie n'avait pas encore été faite. Alors, le système vous propose de payer les 150 $ pour la demande de permis d'études ainsi que les 85 $ pour les frais biométriques. Alors, ce serait le montant que vous devrez débourser pour le traitement de votre demande. Voilà. Alors, encore une fois, c'était une demande fictive, donc je n'ai malheureusement pas pu aller plus loin ni payer complètement une demande, mais ça vous permet quand même de connaître les différentes étapes et savoir comment, du moins, mettre vos documents sur le portail. C'est super. Ben, merci beaucoup à toi, Laurence, pour ta disponibilité encore Avec aujourd'hui, plaisir. puis tes explications très, très claires. Je pense que toutes les captures d'écran là, que tu ajoutes toujours à tes présentations sont Oui, très utiles et c'est très, très aidant pour les étudiants. Donc, ravie de le savoir. je vous remercie aux participants, participantes aujourd'hui. Le lien, en fait, va vous être envoyé là, de la présentation, de l'enregistrement, vous sera envoyé par courriel d'ici quelques jours là, par notre service. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain questions-réponses, si vous avez justement des questions pour nous à ce moment. Donc, je vous remercie et bonne fin de soirée. Je vais fermer l'enregistrement, couper l'enregistrement.